Notre histoire débute avec Anna, une aventurière débutante qui vient de monter un groupe avec d'autres novices, tous en quête d'une prêtresse pour leur équipe. Ils s'engouffrent dans une grotte, leur mission, secourir des jeunes filles enlevées dans les villages voisins. Ils ignorent tous les signes d'activité gobelins et s'enfoncent profondément dans la grotte, leur chef étant persuadé que tous les gobelins partagent une seule et même cellule grise, incapables même de tuer une mouche. Alors qu'ils s'enfoncent encore plus, la tragédie frappe. Ils sont soudainement pris en embuscade par une horde. Bien que la mage parvienne à lancer un sort sur un gobelin, il la submerge vite, la criblant de plus de trous qu'un emmental. Anna tente de les effrayer pendant que le reste du groupe arrive. Elle lance vite un sort de guérison sur la mage, tandis que les autres affrontent les gobelins. Hélas, leur chef se révèle être un parfait crétin. Brandissant sa longue épée dans des espaces étroits, son arme se coince avant que les gobelins ne le dominent et le démolissent complètement. Tout semble tourner au vinaigre, le sort de guérison d'Anna est inefficace. Sa coéquipière lui dit de fuir avec la mage pendant qu'elle les couvre, mais même si elle tue quelques petits gobelins, un gobelin géant entre dans la grotte et il l'encercle et l'élimine sans pitié. En chemin, la prêtresse trébuche et se blesse, touchée par les gobelins. Pendant qu'ils sont distraits par la sorcière, elle prie pour un miracle, espérant une intervention divine. Ses prières sont exaucées par l'apparition soudaine d'un homme bourru, vêtu d'une vieille armure sombre, qui abat sans effort les deux gobelins et se présente comme le tueur de gobelins, un aventurier de haut rang. Immédiatement, il lui donne une potion pour anesthésier la douleur de sa blessure par flèche, et lui dit d'abandonner la sorcière, car elle ne s'en sortira pas. À son plus grand choc, il poignarde la sorcière quand elle demande de l'aide, et la prêtresse commence à se demander à quel point il peut être impitoyable. Le tueur de gobelins se prépare à éliminer les autres, mais d'abord, ils doivent masquer leur odeur en se couvrant de sang de gobelins répugnants. Quand il lui demande ses compétences d'aventurière, la prêtresse répond qu'elle ne peut utiliser sa magie de lumière et de guérison que 3 fois, et qu'il ne leur reste que 2 utilisations. En chemin, le tueur de gobelins souligne les erreurs stupides de ses compagnons de guilde. Ignorer les ombres, porter une épée inadaptée à une grotte, et sous-estimer l'intelligence des gobelins. En sortant, un gobelin tente une attaque surprise, mais le tueur vigilant l'abat aussitôt. Quand on lui dit qu'un membre de la guilde des prêtresses pourrait être encore en vie, il lui ordonne d'utiliser sa magie de lumière une fois et de s'échapper rapidement de la grotte. Dès qu'elle s'exécute, le tueur se précipite pour massacrer autant de gobelins qu'il peut. Mais quand la prêtresse trébuche sur un piège et est presque capturée par le gobelin géant, le tueur lui dit de lancer sa magie de lumière une dernière fois, ce qui l'aveugle, facilitant ainsi la tâche du tueur pour l'abattre. Il recouvre immédiatement le gobelin mort d'essence et le roule vers les autres, mettant le feu à la grotte. La prêtresse craint que l'incendie n'affecte les filles enlevées, mais il l'assure que le feu ne s'enfoncera pas trop profondément. Après un moment, elle parvient à retrouver le seul membre survivant de sa guilde. Plus tard, le tueur découvre de jeunes gobelins, et la prêtresse lui demande s'il compte les tuer. Le tueur confirme ses craintes, expliquant que les petits gobelins vengeront leurs parents, car ils ne pardonnent ni n'oublient jamais rien. Ce salaud au cœur de pierre élimine ces démons d'apparence innocente sous le regard impuissant de la prêtresse. Finalement, il sauve toutes les filles, qui semblent traumatisées et vidées de tout espoir, mais elles se tourneront vers le temple pour trouver la guérison et probablement devenir prêtresses à leur tour. Plus tard, il demande à la jeune prêtresse si elle est prête pour une autre aventure de chasse aux gobelins, et avec une nouvelle détermination, elle accepte de l'accompagner. Le lendemain matin, comme à son habitude, le tueur de gobelins cherche des empreintes, sachant qu'il repère toujours une zone avant d'attaquer. Vivant avec son ami d'enfance, Ushikai, il contribue aux dépenses de la maison de son oncle. Ushikai lui demande s'il peut l'accompagner à la guilde pour des livraisons. Il accepte, mais se révèle être une piètre compagnie, ne parlant que de son désir d'exterminer complètement les gobelins en chemin. En disant, heureusement pour lui, un homme inquiet se plaint à la fille de la guilde que son village souffre d'une infestation de gobelins. Elle l'assure que l'aide arrive, sachant que même si d'autres aventuriers de haut rang refusaient ses quêtes, le tueur de gobelins, lui, était entièrement dévoué à cette cause et se présenterait malgré la faible rémunération. Même son entrée à la réception attire une flopée de commentaires acerbes, d'autres haut gradés, qui ne comprennent décidément pas comment il a pu grimper les échelons avec sa vieille armure rouillée de grand-père et ses misérables aventures de gobelins. Tandis que la fille de la guilde annonce les quêtes du matin, les aventuriers expérimentés se disputent les plus lucratives, laissant les moins rentables, comme les aventures de gobelins, aux petits nouveaux. De l'autre côté du hall, le tueur de gobelins est rejoint par Anna, qui au cours des derniers 2 mois passés à l'accompagner, a énormément appris et s'est habitué à sa manière inhabituelle de faire les choses.
Ensemble, ils demandent des quêtes de gobelins et on leur dit que des novices en ont aussi demandé une. Mais le tueur de gobelins reste imperturbable, contrairement à Anna, qui souhaiterait pouvoir empêcher ses débutants de foncer droit dans des pièges mortels. Le tueur de gobelins est parti en quête depuis 3 jours d'affilée, ce qui inquiète Ushikai, mais son oncle lui conseille de retourner à la cuisine, là où est sa place, car le tueur de gobelins sait se débrouiller seul. Il s'avère que lorsqu'il était enfant, son village fut attaqué par une horde de gobelins, il fut contraint d'observer caché dans un coin comment les gobelins assassinaient et torturaient les membres de sa famille, volant leurs biens et réduisant le village en cendres. Il fut encore plus douloureux de voir sa sœur aînée attaquée par les gobelins jusqu'à la mort, tandis qu'il restait là, impuissant. Ces événements ont alimenté sa passion de se venger d'eux, ne reculant devant rien pour éliminer leur espèce, si cela était en son pouvoir. De retour au présent, le tueur de gobelins et Anna ont exploré toute la zone, et ils mettent enfin leur plan à exécution. Ils enflamment des flèches et commencent à les tirer sur les gobelins, jusqu'à ce qu'ils soient complètement encerclés par le feu. Anna invoque un nouveau miracle de protection, qu'elle a acquis au cours du mois passé en tant qu'aventurière, et cela crée une solide barrière à l'entrée de la grotte, piégeant ainsi les gobelins à l'intérieur. Après une aventure réussie, le tueur de gobelins rentre chez lui au grand soulagement de la fille de la guilde et d'Ushikai. Le lendemain, un groupe composé de membres inhabituels, une elfe, un nain et un homme lézard, vient chercher le tueur de gobelins. Il l'appelle falli par des noms étranges, Orc-Blog et Coupe-Barbe, mais il les rejette, bien qu'il accepte de les rencontrer, laissant la prêtresse seule à la guilde. Des novices s'approchent d'elle, lui disant de quitter ce dingo obsédé par les gobelins à l'armure rouillée pour rejoindre leur groupe, mais elle est agacée par leurs commentaires naïfs et désobligeants, jusqu'à ce qu'une belle dame coiffée d'un chapeau de mage et vêtue de façon légère intervienne dans leur dispute. Dame Moja semble parfaitement comprendre à quel point le tueur de gobelins peut être difficile avec sa dévotion fanatique à tuer les gobelins, mais elle dit à Anna qu'il y a bien d'autres chemins à suivre pour elle, et bien d'autres monstres qui terrorisent les humains au-delà des gobelins. Cependant, elle ajoute que si Anna veut vraiment rester avec le tueur de gobelins, elle doit prendre cette décision personnellement, sans l'influence de facteurs externes. Lors de la rencontre avec les excentriques, le tueur de gobelins est informé qu'une armée de démons se dirige vers les villageois et qu'ils auraient en besoin de son aide. Typiquement, il les éconduit, affirmant n'être intéressé par aucune aventure qui ne concerne pas l'extermination de gobelins. Cela met l'elfe très en colère, mais l'homme lézard calme la situation en expliquant davantage. Il explique qu'ils sont en fait venus chercher son aide car ils ont découvert un nouveau nid de gobelins près de villages elfiques et les habitants de ces villages étaient constamment terrorisés par ces monstres. Le tueur de gobelins accepte leur requête et demande une carte des villages. En sortant, il décide toujours de partir seul et de laisser Anna derrière, mais elle lui dit avec détermination qu'elle le rejoindra dans son aventure, qu'il le veuille ou non. Pendant le voyage, ils partagent un repas au coin du feu, échangeant des histoires et de la nourriture. L'elfe aperçoit un vieux parchemin dans le sac du tueur de gobelins et demande quel sort il contient, mais le tueur refuse de le lui dire, craignant qu'elle ne le révèle aux gobelins si elle était capturée un jour. Cela rappelle à Anna ce que la jolie dame lui avait dit plus tôt ce jour-là, un parchemin qui obsédait le tueur de gobelins. Par curiosité, l'homme lézard demande d'où viennent les gobelins. Anna lui raconte alors que leur village a une légende selon laquelle les gobelins naissent quand les enfants font des bêtises, pour les effrayer et les inciter à bien se comporter. Le nain trouve ça drôle et dit que l'entêtement des elfes a dû créer une horde de gobelins. Pour répondre à leurs questions, le tueur de gobelins explique qu'ils viennent de la Lune Verte, qui manque de ressources suffisantes pour leur survie. En plus de cela, il ajoute que les gobelins sont jaloux des humains et de leurs ressources abondantes, alors ils pillent leurs terres, détruisent leurs biens et les tuent. Le tueur de gobelins dit que cette histoire lui a été racontée par sa défunte sœur aînée, dont il a toujours cru les paroles. Le lendemain matin, les aventuriers repèrent une cachette de gobelins et aperçoivent 2 gobelins gardant un grand ours. L'elfe tire une flèche qui semble hors cible, mais trouve étonnamment sa marque, tuant instantanément les gobelins et l'ours. Sans gobelins en vue, il s'approche du bâtiment. Le tueur de gobelins est stupéfait par la précision de l'elfe, pensant qu'elle a complété son tir à l'arc avec une forme de magie. Selon son habitude, il prend du sang de gobelins et s'en enduit pour masquer leurs odeurs, au grand déplaisir de l'elfe. En entrant dans le bâtiment, le tueur de gobelins repère un système d'alarme juste avant qu'il ne marche tous les jours dessus, et réalise que cela n'a pu être créé que par le chef des gobelins. Cependant, comme il n'y a aucun signe de chaman gobelin, il craint qu'un autre monstre ne dirige les créatures. Le nain utilise les traces au sol pour établir que la cachette des gobelins se trouve sur le côté gauche du bâtiment, mais le tueur de gobelins insiste pour qu'ils aillent dans la direction opposée afin de ne pas tarder à secourir d'éventuels captifs. En chemin, ils sont accueillis par la puanteur nauséabonde des déjections de gobelins
et trouvent une elfe clouée au mur, l'air malmené et battu. Réalisant qu'elle est encore en vie, Anna tente d'invoquer un miracle de guérison sur elle, mais est arrêtée juste à temps par le tueur de gobelins, qui tranche rapidement un gobelin chargeant vers lui, surgissant de l'obscurité. Ensuite, l'homme lézard invoque magiquement un guerrier dents de dragon pour ramener l'elfe chez elle. Puis il tue 2 autres gobelins et s'assoit pour réévaluer leurs mouvements. Voyant à quel point elle a l'air fatiguée, la prêtresse donne à l'elfe une potion fortifiante à boire. Se dirigeant vers la cachette des gobelins, il traverse un couloir avec une longue structure en spirale dorée en son centre. Mais quand il regarde en bas, il y a très peu de gobelins, alors il se tourne vers le tueur de gobelins pour des instructions. En combinant le sort d'étourdissement du nain avec la magie de silence d'Anna, il plonge les gobelins dans un sommeil profond, tandis que le tueur de gobelins, l'homme lézard et l'elfe les massacrent pendant leur sommeil. Une fois leur tâche accomplie, ils sont stoppés net par le bruit sourd de palourds qui s'approchent. Ils sont choqués de voir un ogre, mais notre cher tueur de gobelins, lui, en voit un pour la première fois de sa vie, et ne saisit donc pas la gravité de la situation. Se sentant insulté par l'ignorance du tueur de gobelins, l'ogre souligne qu'il est l'un des généraux de l'armée du seigneur démon, et pour montrer sa puissance, il crée une boule de feu et la dirige vers eux. Immédiatement, Anna s'interpose devant les autres et invoque une barricade protectrice, mais celle-ci commence à céder sous le feu. Alors elle en invoque une autre qui tient jusqu'à ce que le feu s'éteigne, après quoi elle s'effondre aussitôt. Pour augmenter leur rang, l'homme lézard invoque un guerrier dents de dragon et une arme en forme de faucille, puis le nain utilise sa magie de pierre pour tenter de blesser l'ogre, mais cela n'a aucun effet sur lui. Heureusement, l'elfe lui tire une flèche dans l'œil gauche, ce qui le fait chanceler un instant. Puis l'homme lézard et son guerrier dents de dragon créent une ouverture pour le tueur de gobelins qui parvient à le taillader à la poitrine. Cependant, la blessure à la poitrine commence immédiatement à se refermer d'elle-même et l'ogre se met en colère contre le tueur de gobelins. Il projette le tueur de gobelins contre le mur d'en face et son œil blessé commence à se régénérer. Alors qu'il lève sa grande épée pour anéantir le tueur de gobelins, l'homme lézard intervient pour le distraire, donnant à Anna l'occasion de soigner le tueur blessé. Tandis que l'elfe tente de courir vers lui pour un meilleur tir, il brise le sol sous elle, bien qu'elle retombe heureusement sur ses pieds. Grâce aux distractions supplémentaires des autres aventuriers, Anna parvient à remettre des potions au tueur de gobelins, et il retrouve instantanément sa force, rassurant les autres qu'il a un plan pour les sortir de cette situation délicate. Remarquant qu'Anna a épuisé ses sorts, l'ogre roule une boule de feu et la leur lance. Mais le tueur de gobelins sort son parchemin et bloque l'attaque avec, sectionnant instantanément des morceaux des membres de l'ogre de son corps. Il s'avère que le pouvoir du parchemin est lié aux profondeurs de la mer, dont l'eau devient assez tranchante pour couper n'importe quoi sous la plus haute pression. Maintenant que le monstre est handicapé, le tueur de gobelins finalise son mouvement en poignardant l'ogre à la tête. Après avoir failli perdre la vie et souffert toute la journée sans aucune aide, leurs renforts sont enfin arrivés, aussi ponctuellement que la police d'habitude. À ce stade, cependant, ils n'avaient envie de rien d'autre qu'un bon repos après une journée des plus épuisantes. Repensant à cette aventure qui manquait cruellement d'humour, l'elfe promet de les emmener un jour dans une vraie aventure pleine de fin. Le matin des examens de promotion des aventuriers, le tueur de gobelins est enfin sur pied. Après avoir somnolé 3 jours d'affilée suite à l'épuisante rencontre avec l'ogre, inquiète comme toujours, Ushikai le presse de se reposer davantage avant de partir en quête. Mais il refuse obstinément, affirmant être prêt à reprendre ses activités quotidiennes de chasse aux gobelins. Dans une autre partie de la ville, les novices qui avaient approché Anna l'autre jour pour faire équipe avec eux n'ont pas encore accompli une seule quête. Et sur cette mission, leur chance tourne court quand ils perdent leurs armes en combattant 2 rats géants et en échappant à des bébés araignées. Malheureusement, ils ne peuvent être récompensés financièrement pour une quête incomplète. Alors, ils pleurent leur pauvreté désespérée, sans armes pour tenter une autre quête. Par désespoir, le garçon accepte d'emprunter une arme de rechange à quiconque il croise. Dame Majogos lui donne alors une bougie magique qui l'aidera à retrouver son épée perdue. Elle explique qu'elle brûle plus fort à mesure qu'il se rapproche de ce qu'il cherche, alors il la remercie et s'en va. Pendant ce temps, le tueur de gobelins rencontre le forgeron pour faire réparer quelques objets et demande un parchemin particulier dont il a désespérément besoin au point de payer une fortune. Il est ensuite rejoint par Anna qui lui montre avec enthousiasme sa nouvelle plaque, prouvant qu'elle a réussi les examens de promotion et est passée de la 10e à la 9e position. Anna le remercie de lui avoir sauvé la vie et de lui avoir donné l'expérience nécessaire qui l'a mené si loin, ajoutant que leur rencontre avec l'ogre a fait grimper ses points à un chiffre significatif. Nos novices fauchés sont rejoints par un autre groupe de débutants qui ont récemment perdu leurs armes face à une limace géante. Ils observent donc avec envie les grades supérieurs s'entraîner avec leurs armes d'apparence coûteuses. Fatigués de ne rien faire face à leur situation, ils demandent conseil à la guilde,
sur la manière de vaincre des rats géants sans épée et de récupérer leurs armes disparues. La fille de la guilde les dirige vers le tueur de gobelins, mais ils ont honte de lui demander de l'aide après avoir été impolis l'autre jour. Elle les rassure en leur disant qu'il est généralement indifférent à ce genre de choses et qu'il les aidera volontiers. Après lui avoir expliqué leur situation, le tueur de gobelins leur recommande d'utiliser une massue pour frapper les rats directement sur la tête. Mais alors qu'il leur parle encore, les filles de la guilde l'interrompent. Elles expliquent que leur observateur est malheureusement absent de la ville et que sans lui, les examens de promotion ne peuvent avoir lieu. Elles le supplient donc d'agir comme observateur pour l'entretien, et il accepte à contre-cœur. Sa présence s'avère utile lorsqu'ils interrogent un aventurier véreux, reconnu coupable d'avoir escroqué ses compagnons de guilde de leur récompense, et d'avoir utilisé le produit de sa malhonnêteté pour améliorer sa garde-robe. Pour sa punition, il est rétrogradé au niveau 0, ce qui signifie qu'il est au même rang que n'importe quel maudit débutant. Cela le met en rage, au point qu'il dégaine presque son épée pour les menacer. Mais quand il imagine comment le tueur de gobelins pourrait l'envoyer au tombeau d'un seul coup de poing, il repart l'air vaincu et frustré. Suivant les instructions du tueur de gobelins, les novices retournent à la grotte et commencent leur recherche de l'épée disparue. Guidés par l'illumination de la bougie, ils tombent sur un autre groupe de rats géants, mais le jeune homme bat furieusement le premier rat à mort, faisant fuir l'autre pour sauver sa peau. Alors que la flamme brûle plus fort, ils savent qu'ils se rapprochent de leur but, mais quand ils rencontrent à nouveau ces sympathiques araignées, ils s'enfuient à toutes jambes. Cependant, la bougie ne cesse de briller plus fort, alors ils se disent que l'une des araignées a peut-être avalé l'épée disparue. Courageusement, le jeune homme assomme l'araignée à coups de fiamme de massue et la poignarde, bien décidé à récupérer son épée. De retour à la guilde, les examens de promotion sont terminés, et les dames remercient le tueur de gobelins de s'être rendu disponible, mais il minimise la chose et part brusquement. Cela blesse la fille de la guilde, qui a un énorme béguin pour lui, et son ami remarque sa réaction et la taquine ensuite. Pendant ce temps, les novices réussissent leur mission et sont acclamés par les aventuriers de la guilde, qui lèvent leur verre pour les célébrer. Peu de temps après, le tueur de gobelins retourne à la guilde avec une enveloppe spéciale d'une source mystérieuse, lui offrant spécifiquement une invitation de maître pour venir massacrer des gobelins dans leur ville. Le lendemain matin, on raconte l'histoire d'une jolie héroïne qui a combattu les sbires du seigneur démon. Mais dès que le tueur de gobelins entre, il plombe l'ambiance avec son manque d'humour contagieux et parle à l'équipe d'une invitation à chasser les gobelins qu'il a reçus d'une ville appelée Watertown. Ce qui les intéresse, c'est quand il dit que chacun d'eux sera généreusement récompensé d'un sac rempli d'or. Ils acceptent tous de l'accompagner, mais à la seule condition qu'ils les suivent dans leur prochaine aventure et qu'ils ne noient ni ne rôtissent brutalement les gobelins comme un psychopathe. En arrivant dans la magnifique cité de Watertown, ils pénètrent un temple somptueux pour rencontrer l'archevêque, la célèbre dame de l'épée. Elle est l'une des aventurières les mieux classées, ayant héroïquement vaincu le seigneur démon il y a une dizaine d'années. Notre cher tueur de gobelins, fidèle à lui-même, reste de marbre face à ses exploits et lui demande sans détour d'aller droit au but, sans la moindre salutation ni présentation. Surprise par son franc-parler, la prêtresse exprime sa joie d'avoir l'opportunité de rencontrer personnellement la célèbre dame de l'épée. Voyant que le tueur de gobelins est là pour les affaires, elle raconte rapidement un incident malheureux, suivi de nombreux autres, où le corps d'une jeune fille fut retrouvé sur le trottoir, avec des preuves d'organes manquants. Malgré la sécurité des titans, les monstres ont multiplié les crimes, ciblant principalement les femmes. Se demandant comment les gobelins ont infiltré la ville, les aventuriers supposent qu'ils nichent dans les égouts souterrains. La dame de l'épée leur confie alors une vieille carte du plan de la cité, ils s'introduisent par un puits, passant immédiatement à l'action contre les gobelins, ils éliminent ceux sur leur chemin et se demandent combien d'autres existent encore, vu le nombre impressionnant qu'ils viennent d'affronter. Soudain, il semble pleuvoir sous terre. L'elfe et le tueur de gobelins soupçonnent un coup fourré, et leur crainte se confirme bien vite lorsqu'une barque pleine de gobelins s'approche d'eux. Alors que les monstres commencent à leur tirer des flèches, Anna invoque une barricade protectrice, et l'elfe se met à les abattre les uns après les autres. Le tueur de gobelins ordonne aux nains de drainer les conduits en creusant le sol. Dès que la barrière cède, il lance un projectile à effet lacrymogène qui aveugle temporairement les gobelins, les rendant incapables de se défendre. Profitant de cet avantage, ils sautent dans la barque des gobelins et commencent à les massacrer, mais leur nombre ne diminue pas. Jusqu'à ce que le nain invoque une pierre colossale qui brise le sol et draine toutes les eaux usées, emportant les gobelins avec elle. Cependant, leurs problèmes ne font que commencer lorsqu'ils aperçoivent un dragon des marais, tel un alligator, émerger des égouts. Personne ne veut tenter le diable avec cette bête, alors ils fuient tous pour sauver leur peau, jetant tout héroïsme par la fenêtre. Encore une fois, de nouveaux ennuis les attendent, alors que d'autres navires gobelins se dirigent vers eux.
Rapidement, ils trouvent un endroit sûr où se cacher. Après avoir attiré ces créatures stupides vers la lumière de la queue de l'alligator, offrant ainsi un dîner facile à la bête reconnaissante. Profitant de leur sécurité temporaire, le tueur de gobelins réfléchit profondément, se demandant comment les gobelins ignoraient l'existence des dragons des marais s'ils étaient réellement des habitants naturels du marécage. Il suppose alors qu'ils ne se multiplient pas naturellement ici, mais sont transportés dans cet égout par quelqu'un ou quelque chose d'autre. Plus tard, Anna décide de prendre un bain rafraîchissant, les autres aventuriers partagent leur idée verre, et le tueur de gobelins insiste pour livrer une lettre au lieu de se détendre. Dans la salle de bain, Anna est rejointe par la dame, et elle remarque des cicatrices sur son corps, vestiges de blessures subies il y a plus de 10 ans. La dame est touchée par sa sincère sollicitude, mais lui dit de ne pas s'en faire, car avec sa vision surnaturelle, elle est capable de prévoir bien des choses. Avant de partir, la dame de l'épée révèle à Anna, de manière assez choquante, que ce n'est qu'une question de temps avant que le très fiable tueur de gobelins ne disparaisse pour de bon. Pendant ce temps, l'elfe rencontre le tueur de gobelins et lui demande s'il a livré sa lettre, qu'elle pensait adresser à Ushikai, mais il est préoccupé par autre chose. Il se demande pourquoi il n'y a pas eu de rapport sur des rats géants à Watertown malgré leurs vastes égouts. Bien que certains habitants le trouvent un peu bête de poser une telle question, plus tard, il achète un canari et explique que cette espèce d'oiseau devient bruyante en présence de gaz toxiques. Il pense que les gobelins de cette ville sont plus malins que les autres et qu'ils pourraient utiliser des gaz empoisonnés dans les égouts. Les menant en amont, il leur dit de faire attention à ne pas tomber sur des gobelins, car il compte abattre leur chef avant toute autre chose. En ouvrant une porte menant à une grande salle, il réalise que c'était autrefois une demeure d'aventuriers, il y a des années, et se demande pourquoi elle est maintenant le repère des gobelins. Plus tard, il tombe sur une autre porte et hésite à l'ouvrir. Mais le tueur de gobelins la défonce aussitôt et les fait entrer. Là, il découvre une jeune fille, attachée à 2 poteaux. Au moment où Anna se précipite pour secourir la fille, le tueur de gobelins la retient, réalisant que ce n'était qu'un crâne recouvert de cheveux humains. Avant qu'il ne puisse réagir, les portes se bloquent d'elles-mêmes et un gaz toxique se libère soudainement de tous les coins, les piégeant au milieu. Le tueur de gobelins leur donne alors à chacun du charbon de bois à envelopper rapidement dans un tissu et à tenir sur leur bouche et leur nez. Il lance ensuite de la chaux vive et de la terre volcanique aux nains pour qu'ils puissent boucher les trous, grâce à sa magie. Bouchant tous les trous, ils utilisent des cercueils comme barricades, sachant que les gobelins entreront une fois le gaz dilué. Se préparant à l'attaque, Anna crée une barricade et l'homme lézard invoque un guerrier, Dent de Dragon. Mais quand les gobelins arrivent, ils sont accompagnés d'un champion gobelin. Les aventuriers attaquent d'abord de l'intérieur, mais le tueur de gobelins sort de la barricade et commence à massacrer les gobelins avec son épée. Au début, il réussit à tuer les gobelins, jusqu'à ce qu'il soit attaqué par le champion gobelin qui le projette contre un mur, le faisant cracher du sang. Voyant cela, la magie d'Anna s'affaiblit et la barricade cède, permettant aux gobelins de submerger les aventuriers. Anna est alors approchée par le champion gobelin, qui la mord, la faisant hurler d'angoisse. L'elfe n'est pas épargnée non plus, alors qu'elle tente de repousser les gobelins qui l'ont complètement submergée. Les cris des dames transpercent le tueur de gobelins, et il se souvient n'avoir rien fait d'autre que regarder les gobelins massacrer les membres de sa famille. Résolu à continuer le combat, le tueur de gobelins ramasse les cheveux humains, les utilisant pour étrangler le champion gobelin par surprise. Cependant, le monstre se libère de l'attaque, bien que les autres aventuriers puissent maintenant repousser les gobelins plus petits. Avec ses dernières forces, une lumière rouge jaillit de l'œil du tueur de gobelins, et il frappe l'œil du champion, l'arrachant et faisant jaillir le sang de son orbite. Voyant leur champion tomber, les autres gobelins s'enfuient. Mais le chevalier est déjà faible et perd tellement de sang qu'il manque de s'effondrer, n'était l'intervention opportune de l'elfe. Alors qu'elle fond en larmes, l'elfe est encouragé par le nain qui lui dit de tenir bon jusqu'à ce qu'il soit en sécurité. Et lorsqu'ils approchent l'homme lézard qui a déjà prodigué des soins magiques à Anna, il leur dit qu'elle survivra, car ses blessures n'étaient pas trop profondes. Ouvrant les yeux, Anna voit le tueur de gobelins dans un état terrible et s'excuse auprès de lui en lui tendant la main. La tenant, il lui dit de ne pas s'inquiéter car la tragédie fait souvent partie de la vie, mais soudain, il crache du sang une fois de plus et s'effondre lentement, succombant à ses blessures. Dans un rêve, le tueur de gobelins est un petit garçon interrogé par un grand-père gobelin à l'allure sinistre qui le traite de lâche pour avoir regardé sa famille se faire tuer. Il lui donne 3 énigmes à résoudre dans un temps imparti, sinon il sera empalé par les pointes au-dessus de lui. Déjà en sang, le petit tueur de gobelins réussit à répondre correctement à toutes les questions et se réveille dans son corps d'adulte, allongé à côté d'Anna. En se levant, la dame de l'épée entre dans la pièce et il réalise qu'il a bénéficié du miracle de la résurrection
grâce à un sort jeté sur lui, en présence de la prêtresse. S'appuyant sur lui, la Dame de l'Épée lui confie sa peur secrète des gobelins, après avoir été attaquée au point d'en perdre la vue. Sachant que personne ne comprendrait pourquoi une femme si puissante a de telles craintes, elle supplie le tueur de gobelins de venir à son secours et d'éliminer ces créatures. Dès qu'elle part, Anna se réveille et se retrouve dans le même lit que le tueur de gobelins. Elle se couvre aussitôt, gênée. Elle lui dit qu'il y a quelque chose de différent chez lui, mais il nie ressentir quoi que ce soit de tel. Et les autres arrivent plus tard, ravis de le trouver en pleine forme. Pour tenir leur promesse de manger ensemble après la quête, ils savourent un délicieux petit déjeuner. Les trois aventuriers acceptent d'explorer les égouts, pendant que le tueur de gobelins et Anna font réparer leur équipement chez le forgeron. En croisant un vendeur de glace, ils sont tous deux curieux de savoir quel goût ça a. Le tueur de gobelins apprend du vendeur comment il parvient à transformer le lait en un état congelé. Tout en savourant leur glace et une belle vue sur l'eau, le tueur de gobelins et Anna bavardent. Ils sont ensuite rejoints par Dame Moja et un aventurier pompeux qui menace de dénoncer le tueur de gobelins à la fille de la guilde pour avoir un rendez-vous avec Anna. Apparemment, Moja est venue parce qu'elle avait été invitée par le tueur de gobelins via une lettre qu'il avait envoyée à leur village, et elle lui a apporté un sac contenant quelque chose qu'il avait demandé pour tuer les gobelins. De retour chez elle, l'oncle d'Ushikai lui dit d'oublier le tueur de gobelins car il ne reviendra jamais un jour. Mais elle garde foi en son retour, car leur foyer restera toujours spécial pour lui. Poursuivant leur quête, ils rencontrent un œil géant doté de nombreux tentacules, eux-mêmes garnis d'yeux. Ils testent les capacités de cet œil et réalisent qu'il a le pouvoir de désintégrer et de dissiper la magie. Ils gèrent la situation en jetant un sort de sommeil sur l'œil géant, tandis que le tueur de gobelins répand de la poudre qui couvre toute la pièce. Avec la barricade d'Anna pour sceller l'entrée et un guerrier dents de dragon comme appât, l'œil charge une étincelle qui provoque une violente explosion due à la présence de la poudre fine. L'œil géant étant détruit, le prochain problème qui se pose aux aventuriers est un miroir magique. En le touchant, ils découvrent que les gobelins sont invoqués de leur foyer via ce miroir et transportés par bateau. Peu après, l'elfe entend les gobelins approcher. Après s'être creusé les méninges et s'être souvenu de son rêve, le tueur de gobelins dit à tout le monde de se détendre, car les gobelins ne seront pas un problème. Alors que les gobelins arrivent en masse, le tueur de gobelins ordonne à l'elfe d'en tuer autant que possible, pendant que l'homme lézard tente de retirer le miroir magique. La bataille commence, et le nombre de gobelins ne cesse d'augmenter. Mais les aventuriers ne lâchent rien, quelle que soit la situation. Le miroir s'avère difficile à retirer pour l'homme lézard avec sa force naturelle. Il invoque donc sa magie pour gonfler ses muscles, ce qui l'aide à détacher le miroir du mur. Mais à ce moment-là, le champion gobelin arrive et charge vers eux. Le tueur le distrait et l'entraîne dans une foule de gobelins plus petits. Profitant de cette courte fenêtre, ils parviennent enfin à détacher le miroir magique. Alors qu'ils se cachent tous dessous pour se protéger, le nain invoque de lourdes pierres vers le sol, qui tuent instantanément tous les gobelins du bâtiment. Le plan du tueur de gobelins a réussi, et tous les 5 en ressortent indemnes. Mais il va immédiatement confronter la Dame de l'Épée au sujet de certaines incohérences qu'il a remarquées. Il savait qu'elle leur cachait un secret, car elle n'ignorait ni les gobelins ni l'alligator géant vivant dans les égouts, et il savait aussi que les gobelins étaient entièrement responsables des événements tragiques qui se déroulaient en ville. Sachant qu'elle ne pouvait plus le tromper, la Dame de l'Épée avoua qu'elle savait que les sbires du Seigneur Démon étaient responsables des morts en ville. Mais elle avait blâmé les gobelins car elle avait besoin d'une raison concrète pour invoquer le tueur de gobelins et solliciter son aide afin d'éliminer les monstres qui la terrifiaient tant. Elle a fait cela pour protéger son image auprès du peuple, sachant que personne ne comprendrait qu'une aventurière de haut rang puisse être terrifiée par des gobelins. La Dame de l'Épée lui dit de prendre le miroir magique s'il le souhaite, mais il répond l'avoir enterré au fond de la mer pour empêcher les gobelins de l'utiliser à nouveau. Cela surprend la Dame de l'Épée, car le miroir aurait pu être vendu pour une fortune, mais il l'a juste jeté comme un jouet inutile, tout à fait son genre. Demandant sa compréhension, elle lui dit de faire ce qu'il veut d'elle, mais il lui répond qu'il n'est intéressé que par l'extermination des gobelins et qu'elle n'en était pas un. Froidement, il ajoute qu'il ne comprendra jamais ses sentiments, mais qu'elle pourrait l'appeler chaque fois qu'elle serait terrifiée par des gobelins, même dans ses rêves. Touchée par cette froide assurance, elle fond en larmes, disant qu'elle le chérira pour toujours. Sur le chemin du retour, les aventuriers sont ravis de rentrer avec leur sac d'or et commencent à se lancer dans des plaisanteries amicales. Le nain se moque de l'elfe pour avoir pleuré quand les gobelins l'ont attaqué, et l'homme lézard regrette le miroir qui aurait pu leur apporter une fortune. À son réveil, le tueur de gobelins dit à Anna qu'il a de nouveau envie de glace, et les autres expriment également leur intérêt à en avoir. Pendant que les autres dorment,
le tueur de gobelins se remémore son passé, se rappelant une période où, enfant, il rêvait toujours de devenir un héros ou un aventurier. Mais il ne l'a pas fait, car il ne pouvait imaginer laisser sa sœur aînée derrière lui, sachant qu'elle l'avait élevé seule. Il se souvient du dernier événement entre lui et Ushikai, quand elle partait en ville vivre chez son oncle, et comment sa jalousie l'avait poussé à se fâcher et à lui crier dessus. Sa sœur aînée l'avait pris dans ses bras et lui avait dit de protéger les filles, le prévenant que la jalousie pouvait transformer les gens en ces affreux gobelins qu'il déteste tant. Pour le réconforter, la sœur aînée du tueur de gobelins lui avait préparé son plat préféré pour le dîner. Cependant, il a oublié le goût de ce plat, car c'était la dernière fois que quelqu'un le lui préparait. Se réveillant dans son lit, il n'est plus vêtu de sa vieille armure rouillée, bien qu'il effectue toujours sa routine matinale à la recherche de traces de gobelins. À la table du petit déjeuner, l'oncle d'Ushikai lui dit que le seigneur démon a été vaincu, ce qui signifie qu'il n'aura plus à se soucier des gobelins, du moins pour un temps. Mais le tueur de gobelins nie immédiatement cette affirmation, déclarant que les gobelins sont implacables. Comme à son habitude, il se rend à la guilde avec Ushikai et s'arrête, mais il rencontre l'aventurier bavard qui le prend pour un visiteur et lui assène des conseils non sollicités. Cependant, Mojo lui dit secrètement qu'il n'y a pas d'aventure gobelin pour la journée. De retour à la forge, il récupère une nouvelle armure identique à l'ancienne et interroge le forgeron sur le parchemin, mais sans succès pour l'instant. Alors qu'il part, un jeune garçon dans la boutique se demande pourquoi un aventurier de haut rang utiliserait une armure en lambeaux et réclamerait un parchemin au lieu d'une épée magique. Mais le forgeron lui dit que le tueur de gobelins sait exactement ce qu'il fait, car les armes tape à l'œil ne sont pas le secret pour vaincre les gobelins. De retour à la guilde, il est rejoint par Anna, puis par la fille de la guilde, qui l'interroge sur sa quête à Watertown, et lui remet une lettre de cette même ville. Voyant cela, Anna se demande pourquoi la dame de l'épée lui envoie des lettres, mais ses pensées sont interrompues par l'arrivée des trois autres, qui les invitent tous à déjeuner. Pendant qu'ils mangent, ils discutent de la dernière rumeur qui circule, celle du héros qui a vaincu le seigneur démon pour devenir le 10e aventurier de rang platine de l'histoire. C'était une raison de célébrer, car cela signifiait qu'il pouvait enfin souffler, sachant qu'il y avait un peu de bon sens dans le royaume. Plus tard, la fille de la guilde leur annonce qu'il y aura une nouvelle salle d'entraînement pour les novices, formée par des aventuriers à la retraite, afin d'augmenter leurs chances de survie lors des quêtes. Elle avertit aussi le tueur de gobelins de ne pas trop forcer s'il ne veut pas être banni des quêtes pendant 6 mois. Dans sa lettre au tueur de gobelins, la dame de l'épée le remercie pour son aide et dit qu'elle n'a plus rêvé des gobelins depuis son départ. En guise d'avertissement, elle lui demande d'informer les autres aventuriers de ne pas baisser leur garde, même si le seigneur démon a été vaincu, car certains de ses sbires rôdent toujours et sèment le chaos. Plus tard ce soir-là, le nain défie l'elfe à un concours de boissons, tandis que d'autres parient sur le vainqueur. Le tueur de gobelins est rejoint par Ushikai qui l'attire sur ses genoux, et il regarde la lune en songeant à ce que l'avenir leur réserve. Le lendemain matin, le tueur de gobelins, comme à son habitude, inspecte le périmètre à la recherche d'empreintes de gobelins. Mais cette fois-ci, il y a clairement des signes que des créatures ont visité les environs. De retour à la maison, il dit à Ushikai de fuir, expliquant qu'il a trouvé des empreintes d'une dizaine de gobelins différents, dont le seigneur gobelin. D'habitude, il les aurait vaincus dans une grotte, mais il sait qu'il sera facilement submergé cette fois-ci. De plus, il explique qu'il n'y a pas le temps de demander l'aide des dirigeants, car les gobelins attaqueront probablement ce soir-là, par centaines. Malgré ces explications, Ushikai refuse de fuir, car elle craint l'idée de le perdre à nouveau. De plus, ils perdront leur bétail et tout ce qui leur permet de survivre, ce qui signifie que même s'ils s'en sortent, ils n'auront plus rien. Ushikai fond en larmes peu après, et le tueur de gobelins promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour la protéger. Se souvenant des paroles de sa sœur sur la protection des femmes, le tueur de gobelins se dirige vers la guilde et demande de l'aide aux aventuriers, expliquant la gravité de la situation. Le connaissant comme un loup solitaire, ils sont tous surpris de l'entendre demander de l'aide, et encore plus choqués d'apprendre qu'au moins 100 gobelins viendront attaquer le village. Même après ces explications, les aventuriers disent à ça qu'ils ne l'aideront pas, et la grande gueule lui demande ce qu'ils comptent leur offrir en échange de leur aide. Entendant leur refus, l'elfe est en colère et manque de faire un scandale, mais les autres aventuriers la retiennent et le tueur de gobelins offre tout ce qu'il possède en récompense. Après avoir écouté le sérieux dans sa voix, la grande gueule accepte de l'aider en échange d'un verre, suivi par l'elfe et les autres qui ne demandent en retour que du fromage, de la glace et une aventure amusante. Moa propose aussi son aide et la guilde offre, à la surprise générale, une pièce d'or pour chaque gobelin tué par un aventurier. En un rien de temps, tout le monde se porte volontaire pour la quête.
Plus tard cette nuit-là, les aventuriers se positionnent autour de la maison du tueur de gobelins, et les petits gobelins commencent à ramper dans la zone, utilisant des humains comme boucliers. Ils sont neutralisés par des sorts de sommeil lancés par Moja et le nain, qui alertent les autres de lancer leurs attaques sur les gobelins. Un par un, les aventuriers massacrent autant qu'ils peuvent à pied, tandis que les archers comme l'elfe abattent un maximum de cibles, et Moja dévie les flèches des gobelins avec son bâton magique. Contre toute attente, les gobelins ont même une véritable armée de cavaliers, mais nos aventuriers, prévoyant comme jamais, avaient anticipé le coup, avec un groupe bien organisé, lance dissimulée, pour transpercer sans pitié gobelins et leurs montures sur lupines. En terrassant les gobelins, un aventurier de rang argenté s'exclame que c'est un moyen si facile de se faire un joli pactole, mais son partenaire lui rappelle que tout ça, c'est uniquement grâce à la stratégie impeccable mise en place par le tueur de gobelins. Tout semblait n'être qu'une partie de plaisir, une vraie rigolade, jusqu'à ce que les choses sérieuses commencent, quand à la surprise générale, les gros calibres débarquent, 2 champions gobelins et une poignée de chamans. Les aventuriers de haut rang sont ravis de massacrer enfin ces gros morceaux et disent à ceux qui doutent de leur capacité de déguerpir Fissa, car la bataille allait devenir vraiment, mais alors vraiment, sanglante et moche. Un groupe de petits nouveaux s'inquiète que Moja ne soit pas au front avec les autres, mais elle leur dit de ne pas s'en faire, car son partenaire est bien plus doué pour s'occuper des gobelins monstrueux, mieux que n'importe qui. Même avec les plus petits, c'est dire. Quand ils demandent où est Goblin Slayer, elle leur dit qu'il est parti faire ce qu'il fait de mieux. Et pendant cette discussion, le seigneur gobelin est vu courant dans la forêt, mais s'immobilise d'un coup, comme frappé par la foudre, dès qu'il entend des pas lourds s'approcher dangereusement derrière lui. Se retournant, il voit Goblin Slayer, avec cette lueur rouge sinistre qui émane de son œil unique. Pendant qu'il courait, le seigneur gobelin ruminait ce qu'il venait de voir, et ne pouvait croire qu'il avait perdu une horde entière de son armée. Cependant, ses pensées sont brutalement interrompues, se disait quand Goblin Slayer apparaît derrière lui, tant qu'il le traite d'idiot fini. Et car son soi-disant nid a déjà été réduit en sang. Il n'avait qu'à retourner à son nid, à charger vers lui avec sa hache de guerre. Mais Goblin Slayer bloque l'attaque avec son épée à l'infini, ne perdant au final que le simple revêtement de son bouclier, une broutille. Alors qu'il attaque à nouveau, le tueur distrait le seigneur gobelin avec de l'herbe sèche, tout en visant directement son front, faisant jaillir le sang en un geyser écarlate. Le monstre jette ensuite Goblin Slayer au loin, qui se remet immédiatement sur ses pieds après avoir décelé une faille, une faiblesse flagrante dans les attaques du monstre. Sur le champ de bataille, une des novices s'occupe de panser un aventurier tombé au combat, quand un gobelin tente de la poignarder par derrière. Rapidement, l'autre novice intervient et le tranche net, juste à temps pour la sauver. Sur le toit, l'elfe repère une attaque furtive à longue portée du chaman sur l'homme lézard. Alors elle vise sa flèche et le blesse gravement au bras, le mettant hors d'état de nuire. Alerté par cela, l'homme lézard se retourne et tranche le chaman en 2 coups d'épée fulgurants. Pendant ce temps, nos aventuriers de rang argenté commencent tout juste à comprendre que ces champions gobelins ne portent pas ce titre pour faire joli, mais bien pour une sacrée bonne raison. Ils décident d'en affronter un ensemble, alors la dame crée une ouverture parfaite pour son partenaire, qui fonce et tranche le champion à la taille. L'autre champion démon est attaqué par notre aventurier, le bavard de service, qui au début semble en prendre plein la figure, il faut bien l'avouer. Cependant, quand il prend une grande inspiration et laisse le monstre finir de faire tournoyer ses chaînes comme une cowgirl déchaînée. Les chaînes sont déviées de lui grâce à la magie de Moja, et il en utilise une comme une échelle improvisée pour se propulser dans les airs et poignarder le monstre en plein front, un coup fatal. D'autre part, Goblin Slayer lutte de toutes ses forces avec le roi des gobelins, et il parvient à planter un morceau de son épée dans la poitrine du monstre, mais il est violemment projeté par le monstre et se retrouve avec une vilaine coupure au poignet. Peinant à se relever, il est sans défense, tandis que le monstre lui fracasse le visage au sol à plusieurs reprises, s'en délectant. Alors que le seigneur gobelin lève sa hache pour achever le tueur de gobelins, il est soudainement stoppé par la barricade protectrice d'Anna. Elle apparaît alors, tel un ange, et invoque une seconde barricade. Derrière lui, le coinçant inexorablement entre les 2 barricades, sans échappatoire. Luttant pour respirer, il commence à verser des larmes de crocodile, suppliant Anna de lui épargner la vie, jurant sur tout ce qu'il a de plus cher qu'il retournera dans la forêt et ne fera plus jamais de mal à quiconque. Mais c'est là la nature trompeuse des gobelins, depuis leur plus tendre enfance, tuant sans hésiter quiconque ose leur montrer la moindre pitié, car ce sont des créatures foncièrement et irrémédiablement maléfiques. Heureusement, ces ruses n'ont pas fonctionné sur la prêtresse, et Goblin Slayer se lève avec son épée et tranche le cou du gobelin, le tuant sur le coup, sans un bruit. Immédiatement après la chute du monstre, Goblin Slayer tombe en arrière, mais est soutenu par Anna. Elle lui fait ensuite de la magie de guérison et fond en larmes, accablé par son imprudence et son manque de considération pour sa propre vie. Finalement, Goblin Slayer rentre chez lui au grand plaisir d'Ushikai. Quelques instants plus tard, les aventuriers organisent une fête pour célébrer leur victoire, et l'aventurière, de rang argenté et aux cheveux d'or, n'arrive pas à croire qu'elle reçoive la même récompense pour avoir terrassé un champion gobelin que n'importe quel autre aventurier, ayant éliminé un simple petit, même un goblinon à peine sorti de l'œuf. Alors qu'elle s'endort sur son épaule, Goblin Slayer met sa pièce dans la paume d'Anna, et dit à Ushikai qu'il pense vouloir devenir un aventurier, désormais. Anna se réveille, intriguée, et se demande à quoi peut bien servir cette pièce, et Goblin Slayer lui dit que c'est sa récompense pour avoir achevé le seigneur gobelin.
Il explique aussi, quand elle lui demande, que la raison pour laquelle il a annoncé sa quête publiquement à la guilde était qu'il sentait que personne ne viendrait à son aide, sachant qu'il était perçu comme un drôle de type, un original, voire un marginal. Cependant, Anna le rassure en lui disant que chaque fois qu'il aura besoin, elle et les autres seront toujours prêts à l'aider, sans hésiter. Pour sa récompense personnelle, Anna lui dit d'enlever son masque, qu'il s'attendait au moment où les autres le voient, l'air d'un gobelin. Toute la salle est plongée dans un tumulte, affirme un véritable brouhaha général, si beau, un vrai Apollon. L'elfe, elle, est furieuse sans la moindre raison apparente. Anna est ravie de ne plus être une novice, vient voir et de pouvoir l'homme mystérieux exiger un peu de respect, celui qui se fait appeler qui arrive. Goblin Slayer. Elle dit à l'elfe qu'elle peut maintenant passer du 9e au 8e rang. Enfin. Et pendant qu'elle parle, quelques guignols lui postés de l'autre côté de la salle, petits bleus, les remarquent et faisaient l'accueil commenter leur beauté, bien qu'il n'y ait pas autant de chair fraîche d'aventurier, un instant que les oreilles de l'elfe ne sont pas extra longues, juste à ce moment que la raison pour laquelle l'œuvre de bienfaisance pour les jeunes aventuriers elle dit à l'elfe que si une personne est salée capable d'apprendre dès le départ, c'est crucial, mais l'elfe dit qu'elle ne se prend pas autant la tête avec ça, car il y a des gens qui n'écoutent jamais rien. Peu importe ce qu'on essaye de leur apprendre, c'est peine perdue. Selon elle, certaines personnes n'écoutent jamais rien, comme ce bon vieux nain, qui, comme par hasard, les rejoint pile au moment où elle termine sa phrase « Quelle coïncidence !» Cela les fait entrer dans leur en se moquant de ses longues oreilles pointues, affirmant que ce sont bien les elfes, amicales, avec leurs grandes oreilles, ils sont salués par d'autres aventuriers, y compris l'homme lézard, qui s'approche d'eux et les salue également. Il demande ensuite où est Goblin Slayer qui entre presque immédiatement, attirant l'attention de tous avec ses pas lourds et reconnaissables entre mille. Anna crie son nom pour capter son attention, alors il s'approche d'eux et les salue avant que l'elfe ne lui hurle dessus pour son retard habituel et ne demande ce que leur groupe compte faire pour la journée. Il donne la réponse habituelle, tuer des gobelins, et assure qu'il écoutera leurs requêtes s'ils en ont. Tous étant d'accord, il se dirige vers la dame de la guilde pour récupérer les quêtes. Alors qu'il passe, des aventuriers novices se mettent à potiner sur lui comme de vraies lycéennes. Anna le remarque et demande à l'elfe ce qu'il raconte, mais celle-ci lui répond qu'elle ferait mieux de ne pas savoir, pour sa tranquillité d'esprit. C'est le printemps, donc il y a énormément de quêtes de gobelins. Comme le constate Goblin Slayer en parcourant la liste des quêtes de gobelins que lui tend la dame de la guilde, elle lui dit que des novices ont déjà accepté certaines quêtes de gobelins, ce qui l'inquiète profondément. Il demande donc à ce qu'on lui montre les quêtes de gobelins qui ont déjà été prises. Des novices près de lui parlent d'obtenir des potions et de leur coût élevé, alors ils sont surpris quand Goblin Slayer dépose une grosse bourse de pièces, bien remplie, sur la table de la dame de la guilde en paiement pour une bonne quantité de potions, sans compter. Il les ramasse et les apporte là où son groupe est assis, les marquant soigneusement pour éviter toute confusion, et tous se joignent à lui pour cette tâche. L'elfe demande à Goblin Slayer s'il a remarqué les novices potiner sur lui, mais il lui répond que non, et qu'il n'a d'ailleurs aucune idée de ce qu'il faut attendre de ces jeunes. Ils partent en art pour leur quête, mais juste devant la guilde, un aventurier novice bouscule Anna sans même un mot d'excuse, le malotru. Alors le nain lui hurle dessus, mais le jeune insolent menace de lui lancer une boule de feu grâce à sa magie. L'homme lézard encourage Anna à l'ignorer, purement et simplement, et ils reprennent leur chemin. Ils reviennent la nuit, aussi hagards et épuisés qu'une vieille en entrant dans la guilde jusqu'à la corde, petite silhouette alors l'homme lézard sur un banc demande à Goblin Slayer, pensant à un gobelin, il tire son épée et s'approche, et il accepte, roule, révélant l'aventurier novice impoli qui, voyant Goblin Slayer sur le point de l'envoyer dans l'au-delà, hurle à plein poumon. Son cri réveille la dame de la guilde, qui offre ensuite du thé à Goblin Slayer après qu'il ait réalisé que ce n'est pas un gobelin, mais un gamin, terrorisé, sur le point de faire pipi dans son pantalon de pure frousse. Il lui donne ensuite la liste des gobelins qu'il a tués ce jour-là et récupère sa part du butin, comme d'habitude. Mais il remarque que le petit novice, toujours effrayé, prend des notes sur ses méthodes de chasse aux gobelins et lui intime d'arrêter, car il serait perdu si jamais les gobelins mettaient la main sur ses précieux carnets. Il demande ensuite au gamin s'il a un endroit où passer la nuit, mais celui-ci lui répond que ça ne le regarde pas. La dame de la guilde fait alors un signe à Goblin Slayer pour lui confirmer que non. Il dit au novice de le suivre. Bien qu'il n'aime pas être commandé, le jeune remercie la dame de la guilde pour le thé et le suit jusqu'à la ferme où la nièce de son propriétaire l'attend pour l'accueillir. Le novice demande si elle est sa femme et elle lui répond que oui, mais Goblin Slayer, lui, précise que non, pas du tout. Il demande ensuite à son propriétaire si le novice peut rester pour la nuit.
Et bien qu'il soit contrarié À la grange, au début par le cette novice intrusion, lui demande il l'autorise quel à est rester son lien de parenté à la avec condition son propriétaire. expresse que Goblin Alors Slayer il lui dit prenne qu'ils ne l'entière sont rien d'autre responsabilité qu'un si propriétaire le moindre et incident sa nièce le lendemain, se produit. Goblin Slayer Pour lui, raccompagne le novice à la du guilde moins. après leur petit déjeuner Et copieux bien qu'ils à la les ferme, connaissent depuis mais le jeune se gave toujours, comme une dinde de Thanksgiving il n'a et ne peut même pas aucune articuler idée de un ce mot qu'il correctement pense quand Goblin réellement Slayer lui de dit sa d'aller personne. tuer des rats, une mission de base. À la guilde, Anna est triste car on lui a signifié qu'elle ne pouvait pas monter en rang, n'ayant pas suffisamment contribué au succès de son groupe, et tous les autres membres de son groupe sont des aventuriers de rang argenté, ce qui n'aide pas. Anna dit à Goblin Slayer de ne pas s'en faire, car elle est persuadée que la guilde la reconnaîtra, si elle travaille encore plus dur. Mais l'elfe lui rétorque que puisque le classement est le problème, elle devrait plutôt essayer de partir en quête avec des aventuriers de rang inférieur pour changer. Le nain est tout à fait d'accord, affirmant que la guilde a besoin de la voir encadrer quelqu'un, ce qui signifie Juste à ce qu'elle moment, le devra novice s'aventurer inconnu, celui qui a avec failli d'autres faire pipi dans son personnes, pantalon la nuit c'est dernière, inévitable. s'approche et commence à se moquer d'Anna. Elle se lève pour défendre son honneur avant que l'homme lézard n'intervienne, attirant l'attention du jeune sur tous les aventuriers de la guilde, furieux qu'il se soit moqué d'Anna. Il se met à jacasser qu'il est aussi un aventurier, que les gobelins ne sont rien, que les méthodes de Goblin Slayer sont nulles, et qu'il va en tuer quelques-uns. Un aventurier qui écoutait s'approche et suggère que le novice rejoigne le groupe de Goblin Slayer pour tenter de tuer des gobelins, mais Anna devra diriger l'équipe. Le groupe de Goblin Slayer recueille des informations, ils vont donc rencontrer un client qui a une quête ouverte, en attente. Le client leur parle du groupe, pourtant quelque peu réputé, qui a accepté sa quête il y a quelques jours, mais qui n'est jamais revenu. Il demande à Goblin Slayer ce qu'il souhaitait savoir, et celui-ci répond qu'il est là, pour se renseigner spécifiquement sur les gobelins. Le client lui explique que ce ne sont pas seulement des gobelins, mais qu'il y en a quelques-uns, et bien qu'il n'ayant fait que voler des outils jusqu'à présent, il ne peut pas risquer qu'il blesse ses travailleurs à l'avenir, c'est impensable. L'elfe rappelle à Goblin Slayer qu'ils ont décidé de laisser Anna quitter la mission pour qu'elle puisse monter en rang, et il lui répond qu'il n'a pas oublié, mais que les cas d'urgence, c'est une toute autre histoire. Anna acquiesce, lui disant qu'elle comptera sur lui sans aucun doute quand ils seront en difficulté. Elle demande au client s'il sait de quelle partie des ruines les monstres ont l'habitude d'apparaître. Il lui répond que la personne qui s'est fait voler ses outils a poursuivi le gobelin et a pu apercevoir leurs repères. Le client leur précise que c'est un peu loin, vers le nord, et leur tend une carte détaillée. Et alors qu'il essaie de se remémorer le nom de l'endroit, Goblin Slayer l'identifie comme un mausolée qu'il décrit comme un lieu composé de chambres funéraires et de longs couloirs labyrinthiques. Le client confirme alors qu'il a parfaitement raison. Goblin Slayer leur confie qu'il avait été averti il y a bien longtemps de ne jamais s'en approcher, sous aucun prétexte. Pour tenter de déjouer les ruses que les gobelins pourraient employer, Anna demande au client certains détails que son travailleur aurait pu remarquer, mais apparemment rien de tel n'a été vu par l'ouvrier. Elle a aussi demandé les rangs du groupe précédent, partie en quête, porcelaine et obsidienne, des rangs plutôt bas. Il a précisé que l'équipe était composée d'un homme lézard, d'une prêtresse guerrière, d'un prêtre sorcier et d'un éclaireur, ajoutant que la prêtresse guerrière et le prêtre étaient des femmes, bien que ce dernier ait pu n'être qu'un acolyte. Sur cette base, l'homme lézard a supposé que, avec de la chance, 2, mais plus probablement tous, avaient été tués, et qu'il était raisonnable de penser qu'il y avait autre chose que de simples gobelins. Le novice aventurier remarque que tous les autres membres du groupe sont occupés, sauf l'elfe, et lui demande si elle ne va rien faire du tout. Et elle lui dit qu'il faut avoir les bonnes personnes aux bons endroits. C'est la base, et en tant qu'éclaireuse et rôdeuse, elle peut leur laisser le reste, les yeux fermés. Le nain acquiesce, l'elfe n'est pas du tout s'empêcher de la taquiner et affirme, disant qu'il avec force que même qu'elle dit toujours des choses parfaitement sensées. De temps en temps, à l'entrée du mausolée, il révise à l'intérieur, des gobelins s'amusent comme des petits, mais le novice se régale de quelques os fous imprudents quand, tel un Batman des cavernes, Goblin Slayer émerge de l'obscurité la plus totale et commence son habituel massacre de gobelins. Les autres se joignent à lui et l'aident à les abattre un par un. Le novice essaie d'utiliser sa magie, mais Anna lui intime de ne pas le faire et dit à l'elfe de fermer les portes pour éviter qu'il ne soit mis submergé par une horde de gobelins. Les portes fermées, il massacre les gobelins sous le regard ébahi du novice, puis commence à discuter de la prochaine porte à emprunter. Il remarque une porte d'où sort une corde et suppose Gonmois que c'est probablement un piège, les gobelins ayant volé des outils. Le novice s'impatiente et ouvre la porte avant qu'il ne décide, seulement pour hurler à plein poumon, tel un poulet effrayé, en voyant le haut du corps d'un membre du premier groupe tomber de l'autre côté. C'était un piège tendu par les gobelins, et son cri a servi de véritable signal d'alarme. Juste à ce moment, ils ont entendu le cri d'une dame venant d'une pièce sombre, et le novice s'est précipité immédiatement, tête baissée, pour tenter de jouer les héros et sauver la situation. Il est choqué au-delà de toute mesure en voyant la jeune fille attachée à une chaise, des clous enfoncés dans ses mains pour la faire crier et attirer les intrus dans leur piège machiavélique. Bien que tremblant dans ses bottes comme un poulet mouillé, il parvient à lancer un sort de boule de feu sur un gobelin et le touche en plein dans le mille. Mais quand il va aider la dame, un troll surgit des ombres et manque de le tuer. En quelques instants, il est encerclé par les gobelins et hurle aux autres que c'est un piège. Mais avant qu'il ne puisse finir de crier, ils arrivent juste à temps pour le sauver.
C'est une situation difficile qui laisse Anna complètement désemparée quant aux ordres à donner dans une telle situation. Alors Goblin Slayer prend les devants, Il met le feu à sa donne tête des ordres et se fraye clairs un chemin pour qui rejoindre les son aident groupe à battre qui est retranché en au fond retraite, d'une impasse en toute sans sécurité, issue. Mais tout le monde va pendant bien. qu'il affronte Et juste au moment le où troll Goblin Slayer et l'elfe seul. les rejoignent, le troll arrive à leur poursuite, furieux. Utilisant une poudre spéciale et une pluie magique lancée par le nain, il refroidit rapidement la tête incandescente du troll, le faisant ainsi se transformer en pierre, et avec cela, il porte le coup de grâce, mettant fin au combat. De retour à la guilde, ils célèbrent leur victoire avec un toast, mais le novice, lui, a l'air sombre et complètement abattu. L'homme lézard lui dit de se réjouir car il est revenu vivant de sa toute première quête, et le nain ajoute qu'il devrait être fier d'avoir affronté un troll dès son premier jour, ce n'est pas rien. Il leur dit que si le troll n'était pas apparu, il aurait pu s'occuper des gobelins tout seul, sans problème. L'elfe demande des nouvelles de l'acolyte, et Anna lui répond que ses blessures ont été traitées, et qu'elle saura très bien quoi faire une fois qu'elle sera complètement rétablie. L'elfe dit que tant qu'il y a de la vie, on peut toujours aller de l'avant, mais le novice lui rétorque qu'être en vie ne résoudra absolument rien. Il leur raconte l'histoire de sa sœur aînée, morte après avoir été poignardée par une lame empoisonnée par des gobelins. Pour Goblin Slayer, cette histoire résonne douloureusement, car il a lui aussi perdu sa propre sœur aînée, très jeune, à cause de ces mêmes créatures. Après que le novice ait fini de se lamenter, il s'est endormi, épuisé, à la table. Alors Goblin Slayer s'est levé, a déposé une pièce sur la table, et a demandé à quelqu'un de trouver une chambre pour le jeune homme. Il sort soudainement du bâtiment de la guilde, laissant Anna profondément inquiète. Goblin Slayer marche un peu, puis s'assied dans une ruelle sombre, jette son casque au sol et éclate en sanglots, empli d'une profonde angoisse, car il sent que peu importe le nombre de gobelins qu'il pourra tuer, cela ne fera aucune différence, absolument aucune, car rien ne pourra ramener sa sœur à la vie. Sur les terrains d'entraînement, en dehors de la ville, les aventuriers seniors mettent les novices au pas, la jeune Rose se fait malmener comme de la pâte, et leur deux autres novices regardent. Les ficelles alors, du métier, l'aventurier à la lance ménage leur donne un coup de bâton derrière la tête, et leur dit de moins se concentrer sur les filles, et plus sur leur entraînement. Il se moque alors de lui, car la dame de la guilde le rejette toujours, c'est un classique. Après cela, il leur annonce qu'ils vont jouer à un jeu de chasseur et chasser, où il sera le chasseur et eux, le gibier, bien sûr. Alors ils se mettent à courir, tandis qu'il les suit, les traquant Après sans quoi, il leur relâche. démontre comment l'utiliser Goblin et leur Slayer, laisse tout l'espace lui, nécessaire pour enseigne s'exercer. à deux novices Pendant qu'il est assis et comment observe, fabriquer la des dame de la lance-pierres guilde s'approche rudimentaires et lui dit qu'elle avec est de la voir ficelle comment se déroule pour leur les entraînement. moments Et désespérés. juste à ce moment, Ushikai et Anna arrivent avec un chariot rempli de délicieuses friandises pour le déjeuner, invitant les novices et les aventuriers à venir se servir. L'aventurier à la lance s'approche de Goblin Slayer et lui demande des nouvelles de l'autre aventurier. Goblin Slayer lui répond qu'il a emmené quelques novices dans une grotte pour leur entraînement intensif. Le héros à la lance exprime une légère inquiétude, mais il est certain qu'ils s'en sortiront. Il demande alors si Goblin Slayer sera libre pour prendre un verre plus tard ce soir-là, en compagnie de l'autre aventurier. Goblin Slayer se tourne et regarde Ushikai, qui les observe. Et comme s'il communiquait par télépathie, l'aventurier à la lance utilise sa main pour demander s'il sera libre, et elle, de la même manière, lui répond par geste que oui. Alors Goblin Slayer accepte de passer une soirée entre hommes, pour une fois. Avant de partir rejoindre ses amis ce soir-là, le tueur de gobelins dit à Ushikai de bien tout verrouiller et de prendre toutes les précautions habituelles pour se protéger des gobelins. Elle lui assure qu'elle le fera. Elle l'accompagne ensuite à la porte, lui demandant s'il a tout ce qu'il lui faut, ce qui est le cas. Elle lui dit de ne pas embêter ses amis et qu'elle le ramènera à la maison s'il n'est pas assez lucide pour le faire seul. Le tueur de gobelins arrive à la taverne, l'aventurier à la lance l'appelle d'en haut, alors il monte les escaliers et les rejoint. Le tueur de gobelins demande pourquoi il ne se retrouve pas à la taverne de la guilde. L'aventurier à la lance lui dit qu'il ne veut pas que des rumeurs circulent, s'il est vu en train de boire avec un type en armure complète, l'autre aventurier sait ce qu'il veut dire, alors il explique au tueur de gobelins que l'aventurier à la lance est gêné de les voir boire ensemble. L'aventurier à la lance est agacé par cette explication, car il ne veut pas que le tueur de gobelins comprenne ce qu'il dit. Le tueur de gobelins semble hésiter sur sa commande. L'aventurier à la lance lui dit de prendre un jus de baie, PG, ce qu'il fait. Leur commande est servie par une jolie centaure dont le physique attire l'œil de l'autre aventurier, qui leur confie préférer les postérieurs féminins aux antérieurs. Le héros à la lance le taquine, disant que c'est pour ça qu'il aime la fille de la nuit de son groupe, ajoutant qu'elle doit avoir un postérieur solide puisqu'elle monte à cheval. Mais il répond que c'est une toute autre affaire. Il leur dit de porter un toast, le tueur de gobelins demande à quoi ils trinquent, l'aventurier à la lance leur dit de s'en tenir au classique, alors ils trinquent à leur ville, au dé des dieux et aux aventures. En quittant la taverne, ils arrivent à un pont. Le héros à la lance demande au tueur de gobelins ce qu'il compte faire avec la fille de la guilde et se plaint qu'il accapare toutes les jolies dames pour lui tout seul. Le tueur de gobelins lui dit que ça ne changera pas tant que tous les gobelins ne seront pas partis. Le héros à la lance lui dit qu'il a une assez bonne idée de l'histoire d'un type qui se fait appeler le tueur de gobelins
et l'autre aventurier dit qu'il comprend aussi. Il ajoute que, pour les hommes, ils doivent être les rois de leur propre château. Cela les pousse à partager leurs rêves, discutant des raisons de leur vocation d'aventurier. Le tueur de gobelins leur confie que son rêve d'enfant était de devenir un aventurier, un héros, un champion, et de marquer l'histoire. Il voulait devenir une légende, obtenir un équipement légendaire, sauver une princesse, combattre un dragon et sauver le monde. Le lendemain, le nain entraîne la recrue téméraire à l'utilisation des sorts. La recrue pense ne pouvoir utiliser qu'un seul sort, mais le nain lui tape sur le crâne pour lui remettre les idées en place et lui explique ses options, lui faisant comprendre que sa boule de feu est en fait une combinaison de 3 commandes: invoquer le feu, le faire s'étendre et le lancer. Combiner les 3 avec la boule de feu elle-même lui donnera désormais 4 options. Le nain lui dit qu'en bataille, il est essentiel de connaître ses options. Sur le terrain, Anna, l'homme lézard et la recrue Ri déjeunent. Anna remarque que, bien que Ri soit petite, elle engloutit la nourriture comme un trou noir. Elle l'interroge à ce sujet, et la recrue lui dit que les Ri mangent 5 ou 6 fois par jour. Mais comme elle est aventurière, ce n'est pas possible, alors elle mange autant qu'elle peut en une seule fois. Anna lui demande si elle serait intéressée par une alliance temporaire pour qu'elles puissent accomplir des quêtes ensemble. Mais Ri s'enquiert du tueur de gobelins et de l'elfe, et Anna lui répond qu'ils sont partis chasser les gobelins. L'homme lézard explique pourquoi Anna veut faire équipe, lui parlant des conditions à remplir pour monter de niveau. Après les avoir entendus, Ri accepte. Le soir, alors que les travailleurs rentrent, l'un d'eux remarque un monticule et va voir de quoi il s'agit. Le travailleur voit un gobelin et le tue, mais à son insu, d'autres gobelins se cachent derrière lui. Ils surgissent des buissons et l'attaquent, le faisant hurler, ce qui alarme les aventuriers. Entendant le cri, le tueur de gobelins dit aux recrues de se mettre en formation défensive pendant qu'il va explorer la zone d'où il provient. Avant de partir, il leur dit que s'il n'est pas de retour dans 15 minutes, cela signifie qu'il est mort ou blessé, et si cela arrive, ils devront se débrouiller seuls. Il s'élance et, voyant un gobelin sur son chemin, il lance son épée et atteint le petit monstre vert en plein œil. Après avoir récupéré son épée, il est rejoint par Anna qui arrive en courant vers lui. Il lui demande si elle va bien et elle répond que oui, mais son expression change quand elle voit les corps laissés par les gobelins. Alors que l'aventurier à la lance et Moja les rejoignent, le tueur de gobelins lui dit que les recrues sous sa garde sont en sécurité et l'aventurier à la lance lui dit que la plupart des recrues sont rentrées avant le coucher du soleil. Le nain, l'elfe et l'homme lézard les rejoignent également avec l'autre aventurier. Le tueur de gobelins demande à l'autre aventurier s'il est seul, et il répond que oui, car la fille de la nuit de son groupe observe sa période délicate du mois et n'est pas disponible. C'est alors qu'ils entendent les cris de plusieurs personnes et sont alarmés. Ils commencent à élaborer une stratégie et décident que l'elfe ira porter un message aux recrues laissés par le tueur de gobelins, leur disant qu'ils sont au courant de la situation et ont confirmé la présence de gobelins et qu'ils doivent de se diriger vers eux. Selon l'homme lézard, il est peu probable que les gobelins viennent tous du même trou, il serait donc préférable de localiser leur base à partir de l'un de ces tunnels. Ils décident de se diriger vers le trou le plus proche. L'autre aventurier se porte volontaire pour rester et protéger les recrues. Anna leur fait remarquer que les gobelins sont intelligents et n'attaqueraient pas sciemment un endroit rempli d'aventuriers expérimentés. Il est donc probable que leur cible principale soit les recrues qui sont rentrées chez elles avant le coucher du soleil. Elle se porte volontaire pour emmener des recrues avec elle, y compris la recrue boule de feu et Ri, afin d'aller vérifier l'état des recrues partis plus tôt. Ils acceptent et partent. Dans les bois, les recrues partis plus tôt marchent en rentrant chez elles, parlant de leur impatience de partir à l'aventure une fois leur entraînement terminé. Ils ignorent la présence des petits diables verts dans l'ombre qui attrape l'une d'elles par derrière et commencent à la déchiqueter. Elle hurle à l'aide, alarmant ceux de devant, choqués par la vue des gobelins. Mais l'un d'eux accourt et les chasse, révélant les dégâts qu'ils ont infligés à leur ami. C'est à ce moment qu'ils réalisent être encerclés par des hordes de gobelins et qu'ils sont en grand danger. Dans la grotte des gobelins, les aventuriers tuent tous ceux qui se présentent et atteignent la position du chaman qui les dirige. Le chaman leur lance des sorts, mais le magicien avec eux jette un sort de protection. Puis l'elfe élimine le chaman d'un tir de flèche. Ils s'arrêtent après avoir tué les gobelins de cette zone et font l'inventaire des sorts qu'il leur reste. L'autre aventurier et les recrues sont en sécurité, cachés du hobgoblin venu avec les autres gobelins. Il en a marre de couver comme une poule et leur dit de bien regarder car il va leur dispenser un peu de sagesse d'aventurier. Il leur dit que tous les ennemis qu'ils affronteront auront un corps, donc même s'ils combattent un dieu, tant qu'il a un corps, il peut être tué. Après avoir dit cela, il utilise son épée pour couper le hobgoblin en deux au niveau de l'estomac. De retour dans les bois, les recrues prennent leurs jambes à leur cou et fuient pour sauver leur vie, alors que des rochers commencent à leur tomber dessus comme de la pluie. Les gobelins ont grimpé aux arbres et les bombardent, mais juste au moment où tout semble perdu, Anna et son groupe apparaissent et effectuent un sauvetage de dernière minute. Elle utilise sa lumière sacrée
pour aveugler les gobelins, pendant que Ri et une autre recrue attaquent les gobelins, tandis qu'une de ces recrues soigne les blessés. Pour l'instant, ils vont bien. Mais s'ils n'agissent pas vite, ils finiront comme des proies faciles, tout comme les gens qu'ils sont venus secourir. La recrue téméraire a une idée et dit à tout le monde de se mettre derrière lui et de se boucher les oreilles, ce qu'ils font. Il utilise ensuite la partie amplification de son sort de boule de feu pour amplifier sa voix, la rendant si forte et insupportable pour les gobelins qu'ils commencent à battre en retraite. Il veut les poursuivre, mais l'autre lui rappelle qu'ils sont venus pour secourir, pas pour attaquer. Alors il ignore les gobelins en fuite et se concentre sur l'aide à ses amis. De retour à la grotte, les aventuriers rencontrent d'autres gobelins. Le tueur de gobelins dit au nain de faire un trou au sommet de la grotte pendant qu'il le couvre. L'elfe lui demande ce qu'il mijote. Il lui dit qu'il y a une rivière au-dessus d'eux, mais pour que son plan fonctionne, les gobelins doivent reculer davantage. Alors l'homme lézard utilise un sort pour rugir bruyamment, faisant fuir les gobelins. Le nain active son sort, et la partie inférieure des tunnels où se trouvaient les gobelins est inondée par l'eau de la rivière d'en haut. Le tueur de gobelins dit à la sorcière de leur groupe d'utiliser un sort de congélation sur l'eau pour que le tunnel s'effondre, leur permettant de se concentrer sur la recherche du nid des gobelins au-dessus. Le lendemain, à la guilde, la promotion d'Anna est approuvée, et elle est désormais une aventurière de rang acier. L'elfe l'attend en bas et la félicite, puis il lui donne une pichenette sur le nez quand Anna lui dit qu'elle est mécontente d'avoir laissé s'échapper des gobelins. L'elfe lui dit qu'elle n'est pas le tueur de gobelins et qu'elle ne devrait pas penser comme ça, mais plutôt se concentrer sur son succès à avoir sauvé les recrues. À la sortie de la ville, la recrue téméraire dit au tueur de gobelins qu'il partira pour devenir un tueur de dragons, et non un tueur de gobelins, car il le méprise. Ri les entend et lui dit qu'elle va le rejoindre, car elle aussi prévoit de voyager seule. Ensemble, ils font leurs adieux au tueur de gobelins et quittent la ville. Un facteur se précipite dans la guilde et distribue le courrier à ses destinataires. L'elfe reçoit un courrier et dit à son groupe qu'il est temps de se marier, ce qui les surprend et les fait crier. Le tueur de gobelins demande à qui, et elle répond à son cousin, disant que c'est une surprise, car il était si ringard avant. Anna lui demande s'il y aura un mariage, et elle leur dit que oui, et les invite à y assister. L'homme lézard veut savoir si cela signifie qu'ils devront lui dire adieu, et elle demande pourquoi ils devraient lui dire adieu. Curieuse, Anna lui demande si les maris elfes permettent à leurs femmes d'être aventurières. Mais l'elfe lui dit que non, ce qui les rend perplexes. Le tueur de gobelins lui demande qui se marie, et elle lui répond que c'est sa sœur aînée. Cela met le nain tellement en colère qu'il lui tape sur son petit derrière et lui dit qu'elle aurait dû le dire en premier. Elle lui demande pourquoi il l'a frappée, et il répond qu'elle est une enclume, donc elle peut encaisser un coup ou deux. Alors elle le traite de méchant et dit que c'est pour ça qu'elle n'aime pas les nains. Le tueur de gobelins est sur le point de donner une excuse, disant qu'il est trop occupé à tuer des gobelins pour assister à un mariage, mais Anna le coupe court et insiste pour qu'il vienne, lui disant de demander à la fille de la guilde de confier les quêtes de gobelins à d'autres aventuriers. Incapable de refuser, il fait ce qu'elle dit. Au comptoir, la dame de la guilde est ravie de la nouvelle du mariage, et surprise quand l'elfe lui dit que sa sœur aînée a environ 8000 ans. Elle leur explique qu'elle oublie que le temps et le vieillissement fonctionnent différemment chez les elfes. Puis Anna lui dit qu'elle est jolie, donc elle n'a pas à s'inquiéter. L'elfe lui dit qu'Anna a raison. Il ne sert à rien de comparer l'âge d'une personne à celui des dragons, des éléphants ou des souris. Le tueur de gobelins entend l'elfe et demande ce qu'est un éléphant. Ils sont surpris qu'il ne sache pas ce que c'est, alors elle essaie de le lui décrire, mais il lui dit qu'il ne sait pas ce que c'est. Anna dit à la dame de la guilde qu'ils emmèneront le tueur de gobelins au mariage, ils ont donc besoin d'autres aventuriers pour prendre les quêtes de gobelins pendant son absence. La dame de la guilde se plaint que le tueur de gobelins n'aime pas prendre de pause, mais elle est interrompue par sa collègue qui lui tape sur la tête avec des dossiers et dit qu'elle est dans le même bateau que lui car elle ne prend pas de pause non plus. Elle demande ensuite à l'elfe si elle est venue l'inviter et l'elfe confirme qu'elle est venue inviter la dame de la guilde au mariage. Mais elle est sur le point de donner l'excuse d'être trop occupée par le travail quand sa collègue utilise les dossiers pour lui remettre les idées en place, après quoi elle accepte de les accompagner. La collègue de la dame de la guilde tente ensuite les dossiers tape-tête au tueur de gobelins, lui disant qu'il y a quelques petites choses à faire avant son départ. Lors de sa dernière quête, le tueur de gobelins et son groupe tuent des gobelins dans leur nid, dans une église, et sauvent des sœurs de la toile qui avaient été torturées par les gobelins. Anna utilise son sort nouvellement acquis pour les soigner tous et leur dit qu'elle l'a obtenu après sa promotion. Le lendemain, ils se rendent à la capitale, où ils devaient prendre un bateau et naviguer vers la région où vivent les elfes. L'elfe dit qu'elle va faire du shopping pour des cadeaux de mariage, et Ushikai, qui a aussi été invitée, dit qu'elle la rejoindra pour une journée entre filles. Elle, avec la dame de la guilde, invite Anna à se joindre à elle, mais elle dit qu'elle n'est pas faite pour ce genre de choses. Alors, Ushikai lui attrape le bras et la tire vers elle, ne lui laissant pas d'autre choix que d'accepter de les accompagner, tout en leur disant d'y aller doucement avec elle. Le nain et l'homme lézard déchargent leurs bagages de la calèche pendant que le tueur de gobelins décharge les tablettes de pierre avec des inscriptions qu'ils ont trouvées dans l'église
envahies par les gobelins. Les tablettes étaient apparemment ce que les gobelins recherchaient. Le tueur de gobelins les emmenait donc à l'église, pour qu'ils puissent lui dire ce que signifiaient les inscriptions, et déterminer leur importance pour les gobelins. À l'église, il est conduit auprès de l'archevêque, la demoiselle à l'épée qui lui avait confié une quête l'année précédente. Il lui demande si elle a bien dormi, et on lui répond qu'elle a très bien dormi au cours de la dernière année. L'archevêque est ravi de le voir, et comme toutes les dames tombées sous le charme de son talent de tueur de gobelins, lui demande ce qu'il pense d'elle. Alors il lui dit qu'il entend parler d'elle pendant ses voyages, ce qui n'est clairement pas une réponse exprimant un profond désir pour elle, ce qu'elle veut entendre de sa part. Il lui parle des tablettes avec des textes anciens, elle les touche, essayant de lire les inscriptions, mais lui dit que c'est très ancien et lié à la magie, mais qu'il n'y a rien dessus concernant les gobelins, ce qui lui fait perdre tout intérêt. Elle lui demande s'il part bientôt, et il lui dit qu'il a été invité quelque part où il ne pouvait pas refuser. Puis elle lui dit que c'était gentil de sa part jamais où les gobelins apparaîtront, et ajoute lui dit alors de faire attention s'il voyage en bateau, fait s'arrêter de marcher. Il y a eu de nombreux cas récents de bateaux disparus, et ils n'en connaissent pas la cause. Le lendemain, ils prennent un radeau et quittent la capitale en direction du territoire elfe. Le tueur de gobelins aiguise des pieux pour les utiliser comme lance, car il y a des collines des deux côtés, et les gobelins devront attaquer depuis les falaises. Alors que leur radeau avance, ils entendent un grondement, et il s'avère que ce sont de gros rochers qui tombent de la colline dans la rivière. Sur la rivière, des gobelins attaquent leur radeau en faisant rouler des rochers et en leur tirant des flèches. Anna lance un sort de protection, bloquant flèches et rochers, tandis que l'elfe tire sur les gobelins avec son arc et ses flèches. Le tueur de gobelins lui dit de desserrer la pointe de ses flèches, puis commence à lancer les lances qu'il a aiguisées à l'aide d'une catapulte spéciale pour augmenter leur vitesse et leur élan, tandis que le nain verse de l'eau d'une bouteille dans la rivière et jette un sort invoquant l'esprit de l'eau ondine qui pousse leur radeau pour augmenter leur vitesse. Ils parviennent à continuer d'avancer mais atteignent une partie de la rivière que les gobelins ont bloquée avec les épaves et les ossements des navires et des personnes qu'ils avaient attaqués auparavant. L'homme lézard essaie d'utiliser le gouvernail pour dégager les débris, mais sans succès. Le nain ordonne alors à l'esprit de l'eau de soulever leur radeau au-dessus des débris, mais elle en est incapable. Anna est sur le point de lancer un autre sort de protection, mais elle a une idée et lance plutôt son sort de purification, ce qui fait que toute l'épave semble flotter et disparaître, comme si elle se transformait en cendres, leur ouvrant un passage pour avancer leur radeau. Leur but étant de s'échapper vivant, et non d'engager un combat avec les elfes, l'homme lézard utilise un sort qui le fait rugir très fort, désorientant les gobelins et les faisant fuir. Ils atteignent la rive en toute sécurité, où l'elfe, la prêtresse, la dame de la guilde et Ushikai se changent en bikini car leurs vêtements sont mouillés. L'homme lézard et le nain complimentent leur beauté, mais le tueur de gobelins, étant le type apparemment insensible qu'il est, ne dit rien jusqu'à ce qu'Ushikai lui demande ce qu'il en pense. Alors il dit qu'il ne comprend pas vraiment le concept des bikinis, mais qu'il les trouve jolis. Les dames suivent l'elfe à la rivière pour pêcher, tandis que le nain, l'homme lézard et le tueur de gobelins construisent un abri. La nuit, ils s'assoient autour du feu et mangent du poisson rôti en écoutant l'elfe leur raconter des histoires sur son cousin, un vrai ringard incapable de dire à une fille ce qu'il ressent. Elle leur raconte comment les elfes se chantent des chansons d'amour, mais au lieu de chanter une sérénade à sa sœur, il a chanté une chanson sur ses exploits héroïques, ce qui les a tous fait éclater de rire, sauf le tueur de gobelins qui est resté raide comme un piquet. Le matin, alors que tout le monde, sauf le tueur de gobelins, dormait, un soldat elfe s'approche par derrière et tire son épée sur lui. Il lui dit qu'il est en territoire elfe, et voyant la courte épée du tueur de gobelins, lui demande s'il peut se battre avec. Le tueur de gobelins lui dit qu'il le peut, mais seulement contre les gobelins. L'homme lézard et le nain sont réveillés par le bruit, et le soldat elfe réalise qu'ils sont des aventuriers. Il demande si ce sont eux qui ont tué des gobelins près de la rivière la veille, et le tueur de gobelins lui répond que oui. Le soldat elfe lui montre une flèche utilisée par l'elfe de son groupe, et demande où elle est. Ça. Le nain et l'homme lézard supposent qu'il est le cousin de l'elfe et lui demandent si c'est lui qui, au lieu d'écrire une lettre d'amour, a écrit sur ses exploits héroïques. Il est surpris qu'il soit au courant de sa tentative humiliante de conquérir la sœur de l'elfe. Le tueur de gobelins lui montre sa tente. Alors il s'approche et regarde à l'intérieur, mais voit 3 dames avec l'elfe qui le salue, avant que les autres ne crient à cause de son intrusion. Dans la forêt, en route vers le village elfe, le soldat elfe dit au tueur de gobelins qu'il ne pensait pas qu'Orkbolg, comme les elfes l'appellent, soit quelqu'un comme lui. Le tueur de gobelins lui dit qu'il n'a aucune idée de ce que les gens pensent de lui. Il l'interroge sur les gobelins, et le soldat elfe lui dit qu'ils sont apparus il y a 10 ans, ce qu'il décrit comme récent car les elfes perçoivent le temps différemment des humains, puisqu'ils vivent longtemps. Il leur dit ensuite que celui qui arrête les eaux se rapproche du village elfe. Le tueur de gobelins demande ce que c'est, et il lui répond que c'est une chose ancienne qui vit dans la forêt, et qu'on leur a dit de ne pas y toucher. Il leur dit aussi qu'elle vit sur un territoire différent, et se montre rarement. Puis l'elfe demande si elle existe vraiment, et il lui répond que oui.
Ils atteignent le village elfe, qui est très joli, et l'elfe les accueille chez elle. Le soldat elfe leur dit qu'un bain et le déjeuner sont prêts et leur demande ce qu'ils vont faire. Le tueur de gobelins dit qu'il va déballer ses affaires, car des gobelins pourraient apparaître à tout moment. L'elfe dit qu'elle restera avec lui, car sa sœur pourrait arriver. La dame de la guilde, Anna et Ushikai, se décident pour un bon bain relaxant, tandis que le nain et les hommes lézards, eux, optent pour un bon gueuleton avant tout. Pendant ce temps, dans la pièce où leurs affaires Ni sont une ni entreposées, elle le rejoint. L'elfe s'amuse comme Sa une sœur, folle, avec peu le gênée, tissu qu'elle a lui déniché à la intime capitale, de ranger ses petites tandis affaires que intimes, Goblin Slayer, avant lui, d'accueillir, prépare chaleureusement méticuleusement Goblin des frondes Slayer à cailloux et de le pour ses remercier chasses d'avoir aux veillé gobelins. sur ses sœurs. Sa Ce qui, sœur bien aînée sûr, lui l'attend montre avec vertement son regard pour curieux, avoir trop osé empoté pour traîner avec un l'aventure, homme lézard et qu'il pourrait et un bien nain, choisir quelqu'un car d'autre comme du chacun village sait, pour la remplacer. les nains et les elfes, Mais il c'est lui une rétorque vieille que histoire l'expérience, d'amouraine, ce n'est pas Gollum qu'une plutôt question qu'Orinal. d'un talent brut. Fonce dans Mais la pièce alors et qu'elles lance sont à en l'elfe pleine son arc et ses discussion, flèches. Il le met la sœur de village l'elfe à l'abri, entier se met tandis à que l'elfe, trembler elle, violemment, grimpe aux arbres secoué pour avoir par une des meilleure vue pas d'ensemble. assourdissants, La source de ces qui pas se rapprochent assourdissants moins est dangereusement. une créature gigantesque qui dévaste la forêt sans pitié, faisant tomber chaque arbre sur son passage, se dirigeant droit vers le village des elfes.